balance tout. Et puis, de toute façon, en fait, et là, Alors. tu mets muet.
Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire qui va se concentrer principalement sur le CV et la lettre de motivation. Donc, on est une petite quarantaine pour le moment. On va attendre peut-être quelques secondes encore. Donc, bonjour à tous, je suis Fouzia de Prep Academy, donc j'ai peut-être déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous à travers le chat. Donc, concrètement, aujourd'hui, on va s'intéresser au CV et à la lettre de motivation, plus précisément dans le cadre de la sélection au concours qui s'annonce très prochainement. Donc, pour commencer, comment on va se réaliser en fait ce webinaire? Tout simplement à travers, donc, dans un premier temps, l'étude du CV et ensuite, dans un second temps, la lettre de motivation. Donc, c'est parti, on commence par le CV. Donc, je vous explique simplement, on va commencer par la présentation du CV. On fera un petit point sur les questions que vous aurez peut-être l'occasion de poser. Donc, au bas de votre écran, normalement, vous avez deux petites bulles qui s'affichent où c'est écrit Q et R, donc questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions bien spécifiques à votre problématique. On se chargera d'y répondre durant ce webinaire. Ensuite, donc, je reviens sur la présentation du CV. Donc, pour commencer, je vais commencer par vous détailler ce qui est utile de présenter dans votre CV. Et ensuite, je répondrai aux différentes questions que vous pourrez avoir. Et ensuite, on passera sur la lettre de motivation. Voilà. Donc, la principale utilité de votre CV, concrètement, puisque dans beaucoup de concours, en fait, les écrits sont annulés, l'idée, c'est vraiment que vous mettiez toutes vos chances de votre côté pour avoir la possibilité d'accéder à la formation ou d'accéder à un entretien pour les IFSI ou autres qui ont maintenu ces oraux. Donc, je tiens à préciser que tout ce que je vais vous dire à travers ces questions de CV et de lettre de motivation, donc c'est après avoir eu des retours des principaux professionnels qui font partie des jurys et qui nous disent clairement ce sur quoi vous êtes attendus. D'accord ? Donc, la principale chose pour le CV, donc, c'est d'attirer l'attention du jury et évidemment de vous tracer une voie royale vers l'entretien. Alors, j'ai précisé dans cette première page qu'il doit tenir sur une seule page. Alors, concrètement, dans plusieurs pays, on peut aller au-delà d'une seule page pour le CV, mais en France, on reste très basique et on reste sur une seule page. Donc, même si vous avez une très, très longue expérience professionnelle, je vous conseille vivement de rester sur une seule page. Il n'y a aucun intérêt à être beaucoup trop long là-dessus. Et on verra les astuces justement pour pouvoir tenir sur une seule page. Donc, il y a 8 catégories concrètement qui doivent paraître sur votre CV. Alors, la manière dont elles seront agencées, ça c'est à vous de voir. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de modèle CV parfait, mais en tout cas, ces 8 catégories, si elles peuvent être présentes là-dessus, ce serait beaucoup plus intéressant pour vous en tout cas. Donc, la première, c'est l'accroche. Donc, votre CV doit absolument disposer d'une accroche. Donc, une accroche, qu'est-ce que c'est? C'est votre titre, en fait. L'objectif, intégrer une formation d'infirmier, intégrer une formation d'auxiliaire de puériculture, etc. Ou une petite synthèse professionnelle. Une petite synthèse professionnelle, c'est 2-3 lignes qui racontent votre aspiration au métier que vous envisagez. Ensuite, l'état civil, alors ça, c'est quelque chose de très basique. Bien sûr, c'est vos prénoms, nom, adresse, adresse mail, numéro de téléphone. Donc ça va de soi. Vous pouvez aussi préciser dans votre CV votre situation familiale. Concrètement, vous avez l'opportunité donc de préciser si vous êtes célibataire, marié, des enfants, etc. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait partie du CV normalement. Ensuite, vous avez donc 3 catégories très, très importantes. Donc, la partie compétences professionnelles. Donc, celle-ci est très, très importante. C'est celle qui expose tout votre savoir-faire. C'est ça, les compétences professionnelles. C'est tout votre savoir-faire acquis tout au long de l'expérience que vous avez réalisée jusqu'à présent. Ensuite, l'expérience professionnelle. Donc, l'expérience professionnelle, c'est tous les emplois que vous avez
exercé jusqu'à présent, en fait, d'accord? Donc, du plus ancien jusqu'au plus récent. Ensuite, l'autre catégorie qui est très, très importante, la formation. Donc, certains l'appellent diplôme. Donc, c'est toute la partie qui est censée répertorier les stages que vous avez pu réaliser, les formations diplômantes, oui, toutes sortes de diplômes, bac, BTS, BEP, etc. Ensuite, les compétences, alors là, c'est au-delà des compétences professionnelles, ce sont les compétences spécifiques aux langues et à l'informatique. Alors, pour les compétences spécifiques aux langues, donc, on verra plus en détail sur les CV que je vais vous présenter juste après. Donc, c'est c'est essentiel que vous présentiez les langues que vous maîtrisez. Alors, précision, certains mettent le français en langue maternelle. Ce n'est pas nécessaire, en fait, puisque vous postulez en France, évidemment, vous devez très certainement la maîtriser, même un minimum, on va dire. Donc, je parle plutôt des langues étrangères, anglais, allemand, etc. Et donc, c'est très important, c'est un point pertinent, puisque vous serez amené dans votre métier à échanger avec un public varié et aux nationalités diverses, ce qui peut arriver en tout cas. Donc, c'est toujours un plus de montrer qu'on maîtrise une autre langue, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, l'italien, l'arabe, le portugais, etc. Ensuite, pour l'informatique, donc évidemment, c'est la maîtrise de l'outil informatique, donc ce que vous savez en faire, que ce soit les logiciels de traitement de texte comme Word, ou des tableurs comme Excel, etc. Si vous avez des logiciels spécifiques que vous maîtrisez, qui sont intéressants de mettre en avant, il ne faut pas hésiter à les faire paraître. Ensuite, le dernier point, c'est les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt, dans certains CV, ils apparaissent en tant que loisirs. Alors, l'idée, c'est que les loisirs, en fait, les centres d'intérêt ont leur importance dans un CV. Je tiens à le rappeler, votre CV, votre lettre de motivation seront les seules choses qui vont montrer votre intérêt pour la formation. Vous ne serez pas là derrière vos documents pour prouver votre motivation. Donc, c'est important de montrer, même à travers les centres d'intérêt, votre personnalité. Donc, que ce soit les domaines peuvent être très variés, que ce soit autant dans le sport, dans la littérature, le cinéma, etc. Il ne faut pas hésiter à le préciser. Donc, ensuite, on passe à la prochaine page. Donc là, vous avez l'exemple d'un CV qui figure sur notre site également. Donc, la première chose que l'on voit dans ce CV, concrètement, c'est l'accroche. Vous voyez, objectif de carrière, intégration à l'IFAP. C'est la première chose qu'on lit normalement quand on se retrouve face à ce CV. Donc, l'idée, c'est que tout de suite, on capte le regard du recruteur. N'oubliez pas que le jury de sélection, ce sont vos recruteurs, concrètement. Donc, objectif de carrière, intégration à l'IFAP ou autre, bien sûr, hein, vous mettez le terme du métier envisagé, évidemment. Donc, la personne ici a commencé par formation diplômante. Elle présente ses diplômes, tout simplement. Vous voyez bien qu'on commence toujours par la formation la plus récente jusqu'à la plus ancienne. C'est très, très important de commencer toujours par ce qui est le plus récent. D'accord ? C'est les premières lignes qu'on lit dès le début. Ensuite, vous avez la partie expérience professionnelle, pardon. Donc, toujours pareil, du plus récent au plus ancien. Donc, vous pouvez rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez, notamment à travers la possibilité de spécifier quelques notions que vous avez pu aborder dans tel ou tel service. D'accord ? Donc, vous faites ça, du plus récent jusqu'au plus ancien. La troisième catégorie qui est essentielle, les compétences et les aptitudes. Alors, ce qui est intéressant dans ce CV, c'est que la personne a mis les compétences, donc tout ce qui est savoir-faire, mais également les aptitudes. Et les aptitudes, c'est très intéressant de le mettre parce que c'est un mix entre les compétences et les qualités. Donc, vous voyez ici les compétences, par exemple, capacité à s'adapter aux situations d'urgence. Autres compétences, on va citer les soins d'hygiène et de confort. Et pour les qualités, l'écoute, l'empathie, l'humanité, alors la manière d'amener les qualités, hein, vous faites toujours en sorte de choisir des qualités qui sont nécessaires et qui sont demandées pour le métier envisagé, évidemment. Il faut vraiment bannir les qualités du genre ponctuel. Ça, c'est un fait. Ça doit faire partie de vous. Le professionnalisme demande à ce que vous soyez ponctuel. Donc, ce genre de qualité n'est pas du tout nécessaire à mettre en avant. Il faut uniquement choisir de bonnes qualités très pertinentes qui montrent que vous serez le prochain professionnel à intégrer l'équipe.
Ensuite, donc, il y a une formation professionnelle. Donc, formation professionnelle, parfois, certains découpent la formation professionnelle et la formation diplômante. Certains regroupent tout ça, ça ne pose aucun problème. C'est les formations que vous avez faites en formation continue, en fait, lorsque vous étiez au travail et qu'on vous propose des formations dans le cadre de votre emploi. Et enfin, les centres d'intérêt. Alors, les centres d'intérêt apparaissent bien ici. Donc, voyage, cinéma, série. Moi, ce que je vous conseillerais, en revanche, c'est de donner davantage de précisions sur les voyages qui ont été réalisés. Évidemment, il faut donner un peu plus de matière au jury pour se faire une idée de quelle personne vous êtes. D'accord? Donc, voilà pour ce CV. Ensuite, on passe au suivant qui est aussi intéressant. Donc, dans celui-ci, vous avez également donc, une accroche, intégrer l'Institut de formation d'auxiliaire puéricultrice. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un CV avec une accroche. Vraiment, il faut éviter de faire cette impasse là-dessus. Donc, dans ce CV, toujours les 3 catégories les plus importantes qui doivent absolument paraître sur votre CV. Donc, expérience professionnelle, toujours pareil, du plus récent au plus ancien. D'accord. Ensuite, la partie formation, donc elle est plus ou moins détaillée en fonction de votre formation que vous avez réalisée tout au long de votre parcours professionnel. Et enfin, la partie compétences. Donc, la partie compétences dans ce CV, elle est très, très importante et c'est un plus. On va dire que tout au long de son expérience, on a forcément acquis des expériences qui font que les compétences ont pris beaucoup plus de place dans son CV, évidemment. Et alors, ce CV, celui que vous voyez actuellement à l'écran, c'est celui qui ferait partie des CV qui sont les plus intéressants. Donc, je vous explique pourquoi. Donc, pour commencer, il y a le petit espace pour la photo. Alors, je sais que de nombreuses personnes n'apprécient pas toujours de mettre leurs photos sur leur CV. Alors, concrètement, ce n'est pas une obligation, mais les recruteurs souvent apprécient avoir une photographie. Pourquoi? Alors, simplement parce que déjà, pour commencer, on peut mettre un visage sur la candidature qui est proposée devant soi et ça rend un peu plus vivant votre CV. D'accord? Puisqu'encore une fois, je le répète, comme vous ne serez pas là pour montrer votre motivation, ce sont seulement vos documents qui vont le prouver, autant mettre toutes les chances de son côté et rendre un peu plus vivant votre candidature, un peu plus humaine, je dirais. Donc, une photographie. Alors, la photo, je le précise, pas une photo prise en selfie, évidemment, une photo où vous dégagez quelque chose de professionnel, un léger sourire, des habits, un haut assez simple, pas de motifs ou de couleurs trop voyantes. D'accord? Quelque chose qui passe tout à fait, qui donne une image de vous professionnelle. Ensuite, il y a donc la partie prénom-nom, les coordonnées, évidemment, ici. Ensuite, vous avez par ailleurs la partie donc, situation familiale, votre naissance, parce que l'âge est important dans votre candidature, évidemment, et la possibilité de préciser que vous possédez le permis B et surtout préciser aussi que vous êtes véhiculé, si c'est le cas. D'accord? C'est toujours un plus de savoir que la personne que l'on engage dans cette formation et la future professionnelle est véhiculée pourra facilement se déplacer. Ensuite, donc évidemment, il y a toujours l'accroche objective, donc intégrer la formation 2 et vous mettez la formation envisagée. Ensuite, vous avez donc l'expérience professionnelle. Donc, dans l'expérience professionnelle, on commence toujours par l'expérience la plus récente à la plus ancienne. Donc, l'idéal pour le présenter, faites au plus simple, et c'est celle qui est la plus pertinente. Vous mettez la date, janvier 2019 à mars 2020, le nom du métier en gras. Donc, le nom du métier en gras, surtout si c'est un métier qui correspond à la branche professionnelle que vous envisagez. D'accord? Si vous envisagez de postuler pour intégrer la formation des soins infirmiers, précisez le nom du métier, s'il s'agit d'aide-soignante que vous avez exercé juste avant. Donc, c'est hyper important de le mettre en avant. Ensuite, le nom de l'entreprise, donc le nom de l'institut, de l'établissement, tout ce que vous voulez, et le nom de la ville par la suite. Alors, les 2 petits points que vous voyez juste en dessous, ce sont des points où vous pouvez préciser quelques missions que vous avez réalisées. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant de mettre des points de mission, des tâches que vous avez réalisées qui sont très pertinentes à mettre en avant. Donc, vous faites ça sur tout le long de l'expérience professionnelle.
Par la suite, vous avez le point formation. Alors, il y a un point qui est très, très important de rajouter pour vous tous. C'est dans le point formation, vous devriez tous avoir la partie 2021, préparation au concours chez Prep Academy. Alors, avec les modules étudiés, culture sanitaire et sociale, biologie, etc., par exemple, je donne un exemple. Alors ici, en fait, c'est très, très important pour vous de montrer que votre démarche d'évolution professionnelle ou de reconversion professionnelle est réfléchie. Elle est concrètement elle est appuyée par une volonté, une démarche de réfléchir concrètement à qu'est-ce qu'il nous faut pour s'orienter concrètement vers ce métier. Je veux dire par là que dans la préparation au concours, vous avez plusieurs modules que vous étudiez, que ce soit en rapport avec la culture sanitaire et sociale, la biologie, même en une remise à niveau en français et en mathématiques. C'est important de le mettre en avant parce que la formation va vous demander d'être apte à suivre une formation d'un certain niveau. Donc, quel que soit le niveau de la formation que vous envisagez, c'est très important de montrer que vous avez réfléchi à votre reconversion professionnelle ou à votre évolution professionnelle et qu'il faut aller vers cet état comment dire, que vous avez déjà engagé une démarche de sérieux en fait. C'est ça. Donc, c'est très, très important de bien spécifier que vous êtes en préparation actuellement. Ensuite, donc, il y a les autres formations qui suivent, comme d'habitude, hein, la date, le nom du diplôme, le nom du centre de formation et la ville, etc. L'autre partie toujours importante, les compétences professionnelles. Donc, vous avez le secteur... alors là, je précise, je fais un petit point. Donc ça, c'est pour les personnes qui auraient déjà de l'expérience dans le secteur. Donc, les personnes qui auraient déjà de l'expérience dans le secteur, c'est très intéressant de mettre dans les compétences professionnelles, de partager les choses en 2 points. D'abord, secteur sanitaire et social. Donc, si vous avez de l'expérience concrètement en tant qu'aide-soignante, que ce soit un véritable métier ou que vous l'ayez fait d'une certaine façon dans le cadre privé. D'accord ? Donc, ça, c'est des points qui sont intéressants de mettre en avant. D'accord ? Donc, aide à la toilette, etc., sans rentrer dans des détails spécifiques au métier envisagé, mais en tout cas, vous pouvez toujours reprendre certains points intéressants. Et l'autre deuxième point qui s'intitule compétences professionnelles donc générales, ce sont celles que vous auriez acquises au fur et à mesure de vos expériences professionnelles précédentes. D'accord ? Celles qui sont, comme on dit, transversales. Donc, il y a forcément, même si vous êtes en reconversion professionnelle et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle dans le domaine où vous souhaitez vous orienter, vous avez toujours acquis des compétences qui seront nécessaires dans le futur métier que vous avez en tête de rejoindre, obligatoirement, que ce soit des compétences managériales, des compétences de gestion, c'est très multiple en fait. Donc, il y a toujours une possibilité de présenter ça et de le mettre en avant. Juste en dessous, vous avez les langues qui apparaissent. Donc là, j'ai mis plusieurs exemples. Donc, par exemple, en anglais, j'ai mis le niveau courant. Alors, courant, concrètement, c'est quand vous êtes pas bilingue totalement, mais que vous êtes très à l'aise pour entretenir une conversation. Vous avez vous avez une large palette de vocabulaire pour vous exprimer, en tout cas en anglais. En dessous, j'ai mis portugais bilingue. Alors, bilingue, moi, je le distingue vraiment de courant et les recruteurs également parce qu'en fait, bilingue, c'est quand vous savez absolument tout dire dans votre langue, dans la langue en question. Donc, ça se prête bien pour les personnes qui sont d'origine étrangère, notamment qui ont l'habitude de côtoyer une certaine communauté et du coup, la langue est forcément est un plus pour eux. Parce qu'évidemment, lorsque vous allez côtoyer un public varié, il sera peut-être possible d'utiliser cette langue et c'est toujours un plus. Ensuite, j'ai mis un autre exemple avec l'italien, j'ai mis niveau intermédiaire. Alors, intermédiaire, on peut tout y mettre dedans en réalité. C'est un mélange entre les personnes qui sont plus ou moins à l'aise et celles qui le sont beaucoup plus ou pas tant que ça. Donc, je pense que c'est un bon moyen de préciser que vous êtes à l'aise avec une langue, mais pas totalement. Donc, vous pouvez toujours mettre intermédiaire quand vous n'êtes pas certain de pouvoir mettre courant ou bilingue. Autre notion, donc par rapport à l'allemand, par exemple, si vous avez des notions dans cette langue que vous avez peut-être appris à l'école et que vous n'avez pas pratiqué depuis, on dira que vous avez des notions, tout simplement. En revanche, je vous déconseille
de montrer, de noter scolaire, niveau scolaire en langue, parce que ça ne veut absolument rien dire. Certains ont arrêté l'école en troisième, d'autres en terminale, d'autres un peu plus tard. Donc, ça n'a pas vraiment grand intérêt de parler de niveau scolaire. Enfin, la partie informatique, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les fameux logiciels habituels de bureau, Word, Excel. Alors, Internet, je le laisse au cas où vous êtes... certains ne sont pas toujours à l'aise avec les recherches Internet, donc si c'est important de le mettre en avant, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation. PowerPoint, et j'ai mis logiciels spécifiques, donc les logiciels que vous avez peut-être appris à maîtriser au sein de votre précédent emploi, mais c'est toujours un plus de le montrer. Et enfin, donc, la partie centre d'intérêt. Donc, dans les centres d'intérêt, ici, je vous précise en fait un peu plus de détails. Je vous ai dit tout à l'heure que les centres d'intérêt avaient leur importance parce qu'ils donnaient des informations sur votre personnalité. Donc, il faut essayer vraiment de les personnaliser le plus possible afin de rendre toujours, entre guillemets, humaine votre candidature. Donc là, par exemple, on note le nom de l'association, donc participation aux maraudes avec la Croix-Rouge. Donc ici, c'est montrer votre investissement à travers comment on appelle ça, une association caritative, votre volonté d'être, comment dire, votre intérêt pour l'humain, etc. Ensuite, vous avez la partie sport, donc on précise quel sport vous faites. La cuisine, vous pouvez aussi entrer dans les détails, tout comme pour les voyages. Si vous en avez fait, autant mettre directement les pays que vous avez visités. Donc ce CV, concrètement, il répond parfaitement aux attentes du jury, d'un jury de concours en fait, concrètement, parce que toutes les informations sont là. Alors la manière dont il est présenté, en revanche, c'est libre à vous. Vous pouvez vraiment présenter les choses d'une autre façon, sans rentrer absolument dans les détails, sans recopier exactement le même modèle, mais en tout cas, toutes ces informations, les différentes catégories que je viens de présenter dans celui-ci, c'est essentiel qu'elles doivent apparaître en fait dans votre CV de candidature en tout cas. Donc voilà. Alors après, petite précision pour les personnes qui ont une très très longue expérience professionnelle, qu'elles rentrent dans le domaine en question, sanitaire et social, par exemple le CV d'une aide-soignante qui a 17 ans d'expérience, ou quelqu'un qui a 17 ans d'expérience dans le domaine de la banque alors qu'il n'est pas du tout, qui souhaite s'orienter vers les métiers de l'infirmerie. Concrètement, en fait, vous avez la possibilité de réaliser votre CV par thème. Je veux dire par là que votre expérience professionnelle s'affichera toujours dans ce bloc-là, mais je vous conseille très sincèrement de réduire les temps, en fait, l'espace que vous allez consacrer à cette expérience, en l'occurrence. Je veux dire par là que vous passez directement de janvier 2019 à mars 2017. Vous faites des grands points, même si vous n'avez pas spécifié toutes les entreprises. Je ne dis pas qu'on s'en fiche un peu, mais limite, en fait, concrètement, on demande qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, les noms des entreprises, le temps que vous avez passé chez un tel ou un autre n'est pas très pertinent, en fait. Ça ne nous intéresse pas tant que ça, dans le sens où l'idée, c'est quelles sont les compétences que l'on retire de ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça, vraiment, si certains d'entre vous sont intéressés par l'idée de faire un CV qui tient sur 2 pages, 3 pages, je vous le déconseille sincèrement. Et passez plutôt par un CV avec des thématiques, des compétences professionnelles, par exemple dans le domaine de la communication, dans le domaine de la gestion, dans le domaine... voilà. Vous pouvez faire comme ça des petits thèmes à l'intérieur de votre CV et ainsi, ça tout tient dans une page et c'est beaucoup plus vivant en plus, beaucoup moins linéaire, on va dire. Voilà pour le CV. Donc, j'espère vous avoir répondu à l'essentiel de vos questions à travers ce point. Est-ce qu'il y a des questions précisément ou ça va ? D'accord. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à regarder les CV qui sont déjà sur le site, qui sont intéressants. Et celui-ci, donc, si vraiment il vous intéresse, on vous l'enverra en tout cas à travers le mail qui sera envoyé par la suite à ce webinaire, on va dire. Ensuite, on passe à un petit récapitulatif par rapport au CV justement. Donc, petit point
rapide. Donc, pour les compétences, donc, listez les différentes compétences professionnelles et je précise par thématique, pour certains pour qui ce serait judicieux de présenter les choses par petits points. L'expérience professionnelle, toujours commencer par l'expérience la plus récente, d'accord, tout le temps. Ne faites pas cette erreur de commencer par l'ancienne. Pour la formation, c'est exactement la même chose. On commence toujours par la plus récente jusqu'à l'ancienne. Et pour les autres informations, donc informatique, langue, essayez de revisiter les choses à la manière dont je vous l'ai expliqué pour que ce soit beaucoup plus explicite, qu'on comprenne mieux en fait ce que vous maîtrisez dans ce domaine-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu le CV, on va s'intéresser à la lettre de motivation. Oh, pardon, je voulais juste vous préciser les liens utiles avant de passer à la lettre de motivation. Donc ici, vous avez des sites où on peut trouver des modèles de CV totalement gratuits et téléchargeables sous le format Word. Donc c'est le format qui nous intéresse. Donc ils sont totalement gratuits sur ces sites-là. Je vous laisserai y aller quand on vous enverra les liens essentiels. Pour transformer les fichiers PDF en format Word et vice-versa. Donc, il y a le site I Love PDF qui est totalement gratuit jusqu'à un certain point, mais on peut, si vous avez envie d'utiliser un CV qui est déjà sous format PDF et que vous voulez le transformer en Word, vous utilisez ce site. Et autre question qui nous est arrivée, qu'on a reçue de temps en temps dernièrement, c'est comment réaliser son CV quand on n'est pas à l'aise avec l'informatique. Donc, en fait, que ce soit dans votre ville la plus proche ou le quartier du coin, en tout cas, vous avez des maisons de l'emploi qui abritent très souvent des missions locales. Alors, les missions locales, on sait que c'est réservé à un public jeune de 15 à 25 ans, mais en l'occurrence, ils ont des petits ateliers avec plusieurs ordinateurs où ils peuvent vous recevoir, en fait. Concrètement, on peut vous recevoir pour accéder, en fait, à un ordinateur et une personne peut même être présente pour vous aider à le saisir. Donc, je vous mets cette information-là au cas où vous n'auriez vraiment personne pour vous aider là-dessus. Donc, maintenant, on passe à la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, suite au CV qui présente donc votre parcours de vie, on passe à la lettre de motivation et la lettre de motivation, c'est celle qui vous fait parler. D'accord? Celle où vous ne serez pas présent, encore une fois, je le répète, mais j'insiste là-dessus, vous ne serez pas présent pour insister sur le fait que, pour montrer votre motivation. Donc, la lettre de motivation parle pour vous. Donc, l'objectif concrètement de la lettre de motivation, c'est de convaincre le jury de sélection, d'accord, afin de vous recevoir en entretien ou bien même de vous gérer, de vous accepter en formation. Donc la lettre, évidemment, doit être très bien structurée. Je vous encourage à regarder des modèles de lettres de motivation pour savoir un peu vers où vous devez aller. D'accord ? Certains sont réticents à l'idée de lire des lettres de motivation pour ne pas trop s'en inspirer. Moi, au contraire, je vous encourage à les regarder pour avoir une idée de comment vous pourriez organiser votre propre lettre. Parce que l'idée, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut absolument que vous parveniez à personnaliser votre lettre de motivation. Alors, le premier point de votre lettre de motivation, c'est ce qu'on appelle une petite introduction. Donc, l'objectif de cette lettre, dans ce premier paragraphe, c'est de capter l'attention de votre interlocuteur. Alors, concrètement, dans ce paragraphe, vous devez montrer que vous connaissez en fait la renommée de l'institut de formation auquel vous postulez, que vous avez envie de travailler chez eux, que vous souhaitez faire votre formation chez eux et que vous avez pleinement conscience du poste qui est proposé. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Il n'est pas très long en fait, hein. C'est souvent 3-4 lignes maximum. D'accord ? Ensuite, le deuxième paragraphe de votre lettre de motivation, c'est le plus important, c'est celui où vous parlez de vous. C'est là où vous exposez en fait votre expérience, vos compétences et les atouts, les qualités que vous possédez. Alors concrètement, je vous dis de vous appuyer sur votre CV pour vous en inspirer évidemment, mais la lettre de motivation, l'objectif, ce n'est pas de réciter son CV. L'idée, c'est de prendre 2-3 missions, expériences très très pertinentes qui montrent que vous êtes faite pour le métier envisagé. Donc ça, ensuite, donc, quelques compétences
retranscrites, ainsi que certaines qualités qui sont toujours requises dans le métier que vous envisagez de faire. D'accord, toujours quelques qualités qui sont importantes, comme la patience notamment, la fiabilité, le fait d'être bienveillant. Dans les métiers sanitaires et sociaux, ça sont les qualités recherchées. D'accord, que vous savez faire preuve de sang-froid, que vous savez faire preuve d'une certaine forme de maturité, de discrétion, etc. Ce sont ces qualités-là et les qualités qui sont intéressantes dans ce domaine en tout cas. Donc ça, c'est le second paragraphe, c'est le plus important, c'est celui qui doit être qui doit prendre le plus de place dans votre CV. Ensuite, pour le troisième paragraphe, vous avez la partie où vous essayez de provoquer comment on appelle ça, l'entretien. Alors concrètement, c'est la partie où vous proposez de rencontrer la personne, les membres du jury, entre autres, pour faire part de plus amples détails, pour préciser davantage de détails quant à votre motivation, quant à votre expérience, etc. Et enfin, la dernière partie, c'est la formule de politesse, évidemment, celle où vous remerciez votre interlocuteur d'avoir lu votre lettre, tout simplement. Alors, ces 4 paragraphes que je viens de vous montrer, concrètement, vous n'êtes pas obligatoirement tenu de les respecter à la lettre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on regarde de très, très bonnes lettres de motivation, vous avez parfois la possibilité de montrer des choses, je veux dire, de présenter les choses très bien sans pour autant respecter les 4 paragraphes. Il faut tendre vers ce modèle-là pour ne pas s'éparpiller, évidemment, pour ne pas aller dans tous les sens, on va dire, parce qu'une lettre de motivation, ça demande une certaine structure. Donc, il faut évidemment aller dans cette idée-là. Donc, premier paragraphe, on capte l'intention des lecteurs du jury, donc des membres du jury, pardon, avec le fait que comment on appelle ça, l'institut de formation a une certaine renommée, que les cours dispensés sont intéressants, de qualité, etc. D'accord ? Le second paragraphe, c'est le plus long. Vous racontez concrètement qu'est-ce qui fait que vous avez réalisé ce choix de vous tourner vers ce secteur. Et ensuite, le troisième paragraphe, la demande de rendez-vous, entre guillemets, celle où vous souhaitez rencontrer votre interlocuteur parce que vous avez d'autres choses à dire, pour montrer votre motivation, pour donner davantage de détails sur votre expérience, et enfin, la petite formule de politesse. Alors, je fais un petit point spécifique sur le fait que votre lettre doit être personnelle, et donc je fais un point sur les 2 types de personnes qu'on peut trouver là-dessus. Donc, d'une part, pour les personnes déjà issues du milieu professionnel en question, là où vous postulez, en fait, entre guillemets. Donc, l'idée dans votre lettre de motivation, dans le deuxième paragraphe, là où vous parlez de vous, c'est très, très important d'expliquer pourquoi cette volonté d'évolution professionnelle arrive maintenant. Pour quelles raisons, en fait? Donc, il faut trouver les réponses, évidemment, dire par exemple que vous avez acquis une certaine maturité, que le métier que vous exercez jusqu'à présent, eh bien, désormais, vous souhaitez évoluer parce que vous êtes en contact. Je parle par exemple pour le cas d'une aide-soignante. Vous avez acquis une certaine expérience, une certaine maîtrise de certains gestes, mais aujourd'hui, vous avez envie d'apprendre plus sur certains soins, sur certaines choses, et vous avez envie d'évoluer là-dessus. En revanche, pour les deuxièmes types de public et pour les personnes en reconversion professionnelle, il est essentiel que dans votre lettre de motivation, vous devez revenir sur l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que désormais, vous souhaitez vous orienter vers ces métiers-là? Donc, c'est très important de revenir là-dessus sur la lettre de motivation parce que votre CV va montrer une expérience qui n'est pas en rapport directement avec la formation envisagée. Donc, c'est très, très important pour vous, en tout cas, d'être à même de l'expliquer concrètement. Encore une fois, vous ne serez pas là directement pour expliquer de vive voix ce qui se cache derrière votre lettre de motivation et votre CV. Donc, c'est très important pour vous d'être en mesure d'expliquer pourquoi. Alors, certains, bien sûr, se sont intéressés au métier, par exemple, d'infirmier depuis la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Alors, c'est une bonne chose, hein, pourquoi pas, mais il faut vraiment essayer d'aller encore plus loin et de l'expliciter, de dire ce que vous avez fait, quelle a été votre démarche pour montrer que vous êtes véritablement intéressé et que ce n'est pas juste une envie passagère de se sentir utile pendant un petit moment et ensuite quitter ces milieux professionnels.
Donc, c'est très important de revenir là-dessus. Au-delà de ça, aussi. Donc, le délai est court peut-être, mais en tout cas, ce qui serait intéressant de rajouter pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, c'est cette volonté peut-être de voir le métier tel qu'il se fait. N'hésitez pas à essayer de trouver des stages, en fait. Des courts stages, que ce soit alors en hôpital, je pense que ça va être compliqué, mais peut-être auprès d'infirmiers libérales, c'est toujours possible de passer 1 ou 2 journées avec eux pour avoir une possibilité, ou rien qu'à travers des enquêtes métiers, en interrogeant certains professionnels, si vous le mettez dans votre lettre de motivation, ce sera toujours un plus là-dessus, en tout cas. Donc voilà, pour la lettre de motivation, j'en ai quelques-unes à vous montrer. Je vais essayer de vous les montrer tout de suite. Bon, je vous demande un petit instant. Je ne sais pas si ça apparaît. Alors, je ne sais pas si la lettre apparaît là. Elle apparaît ou pas? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui apparaît? D'accord. Alors, je vous demande un petit instant. Excusez-moi. J'ai directement la lettre. Ok. Ouais, c'est bon? Super. Alors, voilà, pour les lettres de motivation, donc j'en ai quelques-unes à vous présenter. Alors, évidemment, toujours de la même façon, hein, vos coordonnées apparaissent en haut à gauche, hein, c'est l'entête habituelle. Donc, prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et le mail. À droite, le centre de formation que vous souhaitez contacter, que vous souhaitez intégrer, la ville et le lieu, le jour de la rédaction de la lettre. Alors là, j'ai mis pour lettre évolution, d'accord? Donc, si vous êtes déjà dans le secteur en question, donc dans le secteur sanitaire et social, et que vous souhaitez évoluer vers les métiers d'infirmier. Donc, toujours pareil, on commence par une petite précision, donc désireuse, par exemple, d'exercer un métier correspondant à mes aspirations. Je vous propose par la présente ma candidature pour intégrer la formation d'infirmière. Donc, c'est une entrée en matière, en tout cas. Ensuite, on précise, forte d'une expérience de 11 ans en tant qu'auxiliaire de vie, etc., etc. Vous explicitez donc les qualités, les valeurs qui vous sont chères, par exemple les différents points qui ressortent du métier que vous envisagez de réaliser. Ensuite, ma volonté d'évoluer est née suite à l'assistance que j'ai pu effectuer auprès d'une personne souffrante de mon entourage. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est que dans votre lettre de motivation, elle soit véritablement personnelle. Donc, partez de la vérité, tout simplement. Si c'est le fait de vous être occupé de vos grands-parents ou d'une tante, d'une personne âgée, quelle qu'elle soit, précisez-le et montrez comment le désir de réaliser ce métier est venu, que ce soit dans ce métier ou en tant qu'auxiliaire de puériculture, rien qu'à travers le fait d'élever vos propres enfants. Il ne faut pas hésiter à le mettre en avant et que vous ayez envie de vous professionnaliser dans le secteur, etc., etc. Donc voilà, d'ailleurs, une autre partie très importante, votre institut me permettra de développer mes compétences à travers les différents modules que vous proposez afin d'approfondir mes connaissances. Donc ce type de phrase est très très apprécié par les jurys de concours parce que ça montre que d'un côté, vous avez cette volonté de rejoindre un métier, mais qu'en même temps, vous êtes parfaitement conscient et vous avez le recul nécessaire sur le fait qu'il vous reste encore beaucoup à apprendre. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'intégrer une formation. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas maîtriser tout. D'accord? Donc, voilà, l'idée, c'est ça. C'est de partir sur ces points-là. Et comme d'habitude, donc, la phrase finale de la formule de politesse. La seconde, on passe sur une lettre de reconversion ici. Donc, la lettre de reconversion, la lettre de motivation, lorsqu'elle rentre dans le cadre d'une reconversion professionnelle, a vraiment toute son importance puisque vous devez
expliciter concrètement, ce qui fait que vous vous orientez vers un tout autre domaine pour beaucoup en tout cas. Donc, vous précisez simplement la raison qui s'est imposée à vous. Donc, mon attirance pour le métier s'est révélée à la suite d'une journée porte ouverte à laquelle je me suis rendue et j'ai ainsi pu découvrir le métier et ses différentes possibilités d'évolution. Pourquoi pas, si c'est à travers une journée porte ouverte ou encore à travers une remise en question, une réflexion sur son métier. Encore une fois, le parcours en fait, de vie de chaque personne fait que parfois on est amené à évoluer et donc il faut juste l'expliciter, il faut que ça ressorte dans votre lettre de motivation et que les choses soient bien claires en tout cas à travers tout ça. Donc ça, c'est pour la lettre de motivation en reconversion professionnelle. Là, il y en a encore une autre. Encore, par exemple, une personne issue d'une formation de secrétaire médical. Donc, on est dans le secteur médical, certes, mais dans un tout autre domaine d'expertise, en tout cas. Donc, voilà, les reconversions, elles sont très larges et très variées, en tout cas. Petit point spécifique très important, les candidatures qui contiennent plusieurs fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, tout ce que vous voulez, elles sont pratiquement systématiquement écartées. Dites-vous bien que le jury de sélection, en fait, concrètement, choisit les meilleurs dossiers et évidemment, ça passe par le sérieux de la candidature. Si dès votre candidature, dans votre lettre de motivation, on constate qu'il y a un problème de structure, que la lettre de motivation part sur 3-4 pages, alors à part si c'est une demande de l'IFSI, d'aller jusqu'à 3-4 pages, ce qui est autre chose dans ce cas, ce n'est pas seulement juste une lettre de motivation. En tout cas, je parle de la lettre de motivation à proprement parler, celle qui dure sur une seule page. Donc celle-ci, en tout cas, c'est très important pour vous qu'elle soit très structurée, qu'on sache où vous allez, que vous explicitiez quelques-unes de vos compétences les plus importantes, la raison du pourquoi vous voulez évoluer vers ce secteur, les qualités que vous possédez pour être un futur bon professionnel ou surtout un futur bon élève en fait. L'idée c'est ça aussi, c'est que vous pouvez aussi rajouter dans votre lettre de motivation le fait que vous avez déjà réfléchi à la logistique, c'est-à-dire le fait que vos enfants seront gardés, que vous habitez pas loin du centre de formation, etc. Donc ça montrera toujours que vous avez une certaine maturité, un certain recul vis-à-vis de tout ça, en tout cas. Donc voilà, j'espère. Alors concrètement, j'ai fait le tour de tout ce qui était attendu et de tout ce qui est très attendu par les jurys de sélection. Donc j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. On regarde sur le chat s'il y a d'autres questions, mais je crois que... Pas de questions, mais qu'ils y aillent, hein, vas-y, qu'ils posent leurs questions. En tout cas, n'hésitez pas à poser les questions de manière plus précise, en tout cas celles qui vous concernent directement. Donc, je vous le répète, dans le Q&R, vous avez des questions possibles. Regarde, t'en as 10. Ouais. Je vais arrêter le partage de connexion et je vais essayer de voir ce qu'il en est. Alors... donc oui, concrètement, donc certains parlent d'écrits annulés, donc évidemment, d'où l'importance du CV et de la lettre de motivation. Alors oui, le dossier de candidature CV, lettre de motivation permet en tout cas d'être retenu pour intégrer la formation, mais il ne suppose pas qu'il y ait forcément un entretien. Tout dépend des IFSI. Certes, beaucoup l'ont supprimé. Donc voilà. Pour ça, ensuite... Alors pour ceux qui ont un diplôme et qui... Margot notamment, vous dites que vous ne possédez pas le bac, que vous aimeriez savoir quoi mettre dans cette partie. Alors si vous avez au moins passé votre baccalauréat et qu'il n'a pas été, que vous ne l'avez pas obtenu, vous pouvez toujours le faire figurer sur votre CV. Pour tout le monde, je parle vraiment pour tout le monde, précisez les diplômes que vous avez passés, même s'ils ne sont pas obtenus. Vous mettez entre parenthèses niveau. Au moins, on comprendra que vous êtes
quelqu'un qui a pu accéder à une certaine formation d'un certain niveau. Que vous l'ayez obtenu ou pas, c'est une autre histoire, mais en tout cas, c'est toujours positif dans ce sens-là, en tout cas. Donc ça, et si vous n'avez absolument pas, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, il faut essayer de réfléchir comment on appelle ça, aux courtes expériences que vous avez pu réaliser et essayer de tirer des compétences tout de même professionnelles que vous avez. Alors évidemment, on ne va pas vous... Pour les personnes qui ont très très peu d'expérience et qui sont très jeunes, par exemple, l'idée c'est vraiment comment dire, de présenter un aspect de vous qui est très très curieux vis-à-vis de la formation et que vous êtes intéressé en fait à acquérir de plus amples compétences là-dessus. D'accord? Donc, ce n'est pas très, très grave d'avoir très peu d'expérience, ni trop de compétences professionnelles. L'idée, c'est qu'il faudra toujours quand même en trouver certaines ou mettre le côté aptitude professionnelle, certaines que vous avez pu développer. Il y a toujours des compétences transversales, hein, des compétences que vous pouvez utiliser et expliciter d'une certaine façon. Alors, pour les exemples de CV, on vous les fera parvenir. D'accord? Elena s'en chargera, on en a déjà discuté. Pour les personnes qui ont fait un service civique, on doit le mettre dans l'expérience professionnelle, absolument. C'est très, très pertinent de préciser votre expérience dans le domaine, à travers un service civique. C'est évidemment, mettez-le bien en avant. Alors, pour les personnes qui demandent, ou on vous demande de ne pas précisément donner de lettres de motivation, mais un exposé qui présente vos motivations, ça part dans le même principe, plus ou moins. Évidemment, vous n'allez pas présenter les choses exactement de la même façon, mais vos motivations, d'où est-ce qu'elles viennent, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi vous êtes attiré vers par ce domaine, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cela. Donc, vous pouvez préciser les biens à travers un questionnement qui vous sera personnel, en tout cas, pour le mettre en avant. Alors, il y a une personne qui parle du fait que vous ayez fait du catéchisme pour les jeunes. Est-ce que vous pouvez le préciser ou est-ce qu'il faut respecter la laïcité? Très simplement, en fait, vous pouvez tout à fait le mettre en avant, parce que vous serez tout à fait capable tout de même, même s'il y a comment on appelle ça, une partie religieuse dans cette expérience, vous saurez quand même faire en sorte d'être un professionnel neutre pour la suite de votre expérience professionnelle. Donc oui, vous pouvez le mettre. Il n'y a aucun souci, surtout si c'est une formation que vous avez pu dispenser, c'est toujours intéressant. Je lis d'autres questions et je réponds au fur et à mesure. Alors, pour les personnes, notamment le concours de gardien de la paix, pour les personnes qui ont reçu un CV modèle, vous pouvez toujours avoir la liberté de prendre un autre modèle de CV, mais je vous encourage vivement à respecter toutes les catégories qui figurent sur leur CV à eux. D'accord ? Donc, vous pouvez amener une certaine personnalité à travers votre CV, le personnaliser, mais en tout cas, respectez bien toutes les catégories qu'ils veulent qu'on vous a données. En tout cas, on vous a donné un CV modèle, ils attendent que toutes les catégories qu'ils vous ont mis dessus soient retranscrites dans votre CV, dans le CV qu'ils recevront. Donc, très important. Alors, est-ce que le fichier va vous être envoyé? Oui, tout à fait. Alors, vous avez été, une autre personne parle du congé parental pendant 3 ans. Est-ce que vous devez le préciser? En fait, être en congé parental, c'est un métier. Hein. Vous vous êtes occupé de vos enfants ou de votre enfant. Donc oui, évidemment, vous pouvez le mettre. Tout à fait. Vous pouvez absolument mettre ça. Alors, une autre personne, Marine, vous parlez du 2e paragraphe de la lettre de motivation. Oui, donc je répète sur les faits que si votre lettre de motivation doit expliciter une reconversion professionnelle, c'est extrêmement important d'insister sur le fait que vous êtes sur ce qui a motivé votre choix de carrière à nouveau. Il faut absolument l'expliquer. C'est très important. Est-ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que c'est une réflexion sur votre métier, cette volonté de partir sur un métier plus humain, il y a plein de façons d'expliciter, de justifier sa reconversion professionnelle. Il y a aujourd'hui beaucoup
se reconvertissent professionnellement. Donc, c'est tout à fait normal. Il faut juste savoir bien l'expliquer pour que ça paraisse le plus pertinent possible aux yeux du jury. Ensuite, Maëlle, vous parlez d'une deuxième lettre de motivation. Question-réponse. Non, on vous demande une seule lettre de motivation, donc il vaut mieux en faire qu'une seule et rester dans ce qui est demandé par l'IFSI ou autre, d'accord, par l'organisme par le centre de formation en question. Faire 2 lettres de motivation, c'est pas très certain qu'il jette un œil à celles qui soient un peu, je veux dire, quel est le véritable intérêt. Il ne sera pas forcément évident et perçu facilement par les membres du jury. Je vous conseille vraiment de faire une seule lettre de motivation et de mettre toutes les éléments les plus importants dans celle-ci. C'est beaucoup plus judicieux pour vous, en tout cas. Vos documents Word, oui, je vais vous envoyer les documents Word et les CV, évidemment. Tout sera envoyé. Alors, est-ce que la lettre de motivation doit s'écrire à la main? Alors, en fait, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que si les membres du jury reçoivent plusieurs lettres de motivation sous format dactylo et une sous format manuscrite, il est probable que le membre du jury puisse se dire que la personne a pris le temps d'écrire à la main cette lettre de motivation et du coup, évidemment, ça prouve d'une certaine façon votre motivation. Toutefois, il faut vraiment avoir la belle écriture, que ce soit soigné, parfaitement propre, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation. D'accord? La lettre de motivation basique écrite à l'ordinateur suffit également. Mais vous pouvez tout à fait la faire. La longueur d'une lettre de motivation, c'est 1 page, pas plus. D'accord? 1 page, pas plus, car concrètement, vous n'avez... si c'est plus, soit c'est eux qui vous l'ont précisé, ou bien dans ce cas, c'est une possibilité, si ça devient un document manuscrit, et ça, c'est autre chose. D'accord? Pour Parcoursup, alors vous avez des lettres de motivation selon les vœux que l'on vous demande. Alors concrètement, pour ce qui concerne Parcoursup, vous avez un nombre de caractères à ne pas dépasser. Il s'agit de 1500 caractères maximum. Donc moi, ce que je vous conseille, avec 1500 caractères, vous avez pratiquement 12-15 lignes maximum. Donc, c'est très, très peu. Donc, l'idée ici, la lettre de motivation, elle perd un petit peu de son intérêt en réalité. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est vraiment aller à l'essentiel. Respecter la lettre de motivation, mais aller à l'essentiel. C'est-à-dire partir directement sur pourquoi leur centre de formation vous intéresse. Ensuite, pour quelles raisons, quelles sont les compétences que vous avez pu acquérir à travers d'autres métiers ou l'intérêt de cette reconversion ou de cette évolution professionnelle, etc. Et c'est tout. Vous ne pourrez pas raconter 30 000 choses, malheureusement. Donc, sur Parcoursup, il faut faire bref et pertinent dès le départ, en quelques lignes. Ensuite, alors Moreno, vous dites que votre épouse est infirmière. Est-ce qu'il faut le faire apparaître dans la lettre de motivation? Alors, je dirais que c'est intéressant de mettre en avant le fait que dans votre entourage proche en tout cas, vous avez des personnes qui travaillent en tant qu'infirmière et que c'est très intéressant, c'est intéressant de le faire paraître de cette façon. Vous n'êtes pas obligé de préciser que c'est votre épouse qui est infirmière, mais plutôt dire dans mon entourage proche, je côtoie des infirmiers et à partir de là, évidemment, vous partez sur l'idée, vous argumentez sur le fait que vous maîtrisez que vous avez un intérêt certain pour la profession et que vous êtes très, très informé des difficultés du métier. Ça, c'est un grand plus. Dans votre lettre de motivation, je vous encourage vivement à préciser le fait que votre lettre, j'ai perdu mes mots, que votre... j'ai vraiment perdu mes mots, ça va revenir. Donc, que vous avez en fait dans votre entourage proche des personnes donc, qui exercent ce métier. Et dans ces cas, en fait, oui, vous pouvez mettre en avant le fait que vous avez en effet comment on appelle ça, un regard concret des difficultés du métier. Voilà. Donc, que vous savez que tout c'est pas de tout repos, qu'il y a des horaires difficiles, que les missions ne sont pas évidentes, etc. etc.
est-il possible de vous envoyer la lettre de motivation? Alors, oui, vous pouvez envoyer, déposer en fait votre CV, votre lettre de motivation comme copie dans votre espace sur le site, dans votre espace en fait personnel. Vous pouvez déposer votre CV et lettre de motivation, elles seront corrigées et surtout, on vous apportera des précisions sur ce qui est à rajouter. D'accord, sur votre CV et votre lettre de motivation. Donc, c'est important, vous pouvez tout à fait déposer votre CV et votre lettre de motivation sur votre espace. Je le répète encore, le congé parental peut tout à fait paraître dans votre CV, en effet, parce que quand vous avez un CV, les trous, en fait, ne sont pas toujours bons. Il faut absolument qu'il y ait des explications sur chacune des périodes, en fait, tout au long de votre CV. Donc, CV, lettre de motivation, est-ce que ce sont les mêmes sur Parcoursup? J'ai répondu par rapport à la lettre de motivation. La lettre de motivation doit correspondre à un quota de 1500 caractères maximum. Donc, comme je disais, il faut faire très bref et très concis. Ensuite, alors, les expériences concrètement concernant votre entourage proche, si vous avez réalisé, vous avez assisté ou vous êtes occupé d'une personne de votre entourage proche, en effet, il faut bien le mettre en avant sur votre lettre de motivation. Ça montrera que votre intérêt pour le métier est venu à partir de cette expérience et que vous vous êtes senti que vous seriez capable, en fait, vous vous êtes projeté dans ce futur domaine. En fait. Donc oui, en effet, vous pouvez tout à fait préciser que vous vous êtes occupé de la personne de votre entourage, que vous avez réalisé tel soin, telle chose. C'est en effet très intéressant. Alors, pour les lettres de motivation, pour les personnes passant par Parcoursup, il faut vraiment aller à l'essentiel. Vraiment, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? L'idée, c'est d'avoir votre lettre de motivation et après, une fois que vous êtes sur Parcoursup, de devoir la réduire jusqu'à ce que les 1500 caractères tiennent. Parce que l'idée, c'est ça. À chaque fois que vous passez par le brouillon, vous êtes sur une page de lettre de motivation, évidemment, tout à fait logiquement. Une fois que vous devez retranscrire votre lettre de motivation sur Parcoursup, vous êtes obligé de réduire vos phrases. Et en fait, les coupures, c'est vous qui choisissez de mettre en avant certaines choses que vous gardez et d'autres que vous décidez de réduire, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle type pour Parcoursup, en fait. C'est une lettre de motivation que vous réduisez en la personnalisant comme d'habitude. Alors, le fait de ne pas venir de la filière sanitaire et sociale, est-ce que c'est un désavantage? Alors, concrètement, non, parce que dans les jurys de sélection, ils savent concrètement qu'il y a une partie des candidats qui ne proviendront pas en fait de la filière sanitaire et sociale. Donc, concrètement, vous avez en fait, la difficulté, c'est de vraiment correctement mettre en avant le fait que vous êtes très intéressé par le métier, que c'est une démarche extrêmement réfléchie, que vous avez parfaitement conscience du travail qui vous attend, autant dans la formation que dans le métier que vous envisagez d'exercer. Donc, c'est ça que vous devez vraiment mettre en avant dans votre lettre de motivation. L'objectif, c'est de se mettre en avant. Une lettre de motivation et un CV, en tout cas une candidature qui sera très bien travaillée d'une personne qui provient d'un autre domaine que la filière sanitaire et sociale, aura plus d'avantages que celle qui provient du domaine mais qui n'a pas su structurer son travail, qui n'a pas mis en valeur en fait toutes les compétences et les qualités qu'elle a pu acquérir durant son expérience. Donc, la filière... provenir de la filière sanitaire et sociale, ça peut être évidemment un plus, hein, mais les jurys de sélection sont parfaitement conscients des reconversions professionnelles. Il y en a de plus en plus. Donc oui, vous pouvez toujours envoyer vos lettres de motivation et CV dans votre espace pour avoir un retour. Vous avez la possibilité d'avoir une attestation de préparation au concours, évidemment de la part de Prépa Académie. Elle est téléchargeable en fait dans votre espace normalement. Alors pour tout ce qui est des oraux, s'ils sont maintenus ou non, alors cette information, moi je ne l'ai pas pour tous les IFSI, IFAS, etc. En fait, l'objectif, moi je vous encourage à contacter directement votre institut de formation pour avoir cette réponse, directement. C'est très...
particulier, en fait, c'est très changeant d'un département à un autre, d'une ville à une autre, etc. Donc, l'idéal, c'est de les contacter directement. Alors, les diplômes de secourisme, doit-on les faire apparaître? Évidemment. Ouais, c'est toujours un plus. Les diplômes de secourisme sont toujours précieux à faire paraître dans un CV, quel qu'il soit, d'ailleurs. C'est toujours un plus. Est-ce que la langue des signes doit être mise dans langue sur le CV ou plutôt en compétence sur la lettre de motivation? Plutôt dans le CV, en langue. C'est un plus, la langue des signes. C'est vraiment un plus. Parce que très peu la maîtrise. Donc oui, ce sera quelque chose qui pourra toujours vous mettre en avant, en effet. Donc, l'objectif, en tout cas, de ce webinaire, c'était vraiment de vous donner toutes les clés en main pour réaliser le meilleur CV et la meilleure lettre de motivation possible. Alors, pour le CV, je vous ai donné toutes les clés. Maintenant, il s'agit de le mettre en application avec votre propre parcours. Pour la lettre de motivation, en revanche, évidemment, je vous ai donné des informations. On va vous transmettre celles que nous avons, que je vous ai montrées en modèle notamment. Mais après, il faut passer par la case brouillon. D'accord? Pour qu'elle soit bien personnelle, il faut passer par la case brouillon. C'est à vous de la réaliser en vous inspirant de ce que vous avez pu voir à droite et à gauche, évidemment. Mais ensuite, il faut prendre son propre parcours et essayer de le mettre en avant. D'accord? Je vous encourage notamment, pour ceux qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine, où ils envisagent d'évoluer, c'est de regarder les fiches métiers. On peut facilement trouver sur Internet à travers le site de Pôle emploi. Les fiches métiers donnent toute une liste de compétences et il y a forcément 2 ou 3 ou 4 compétences qu'on a déjà réalisées par le passé. Voilà. Alors, le modèle de CV que je viens de vous montrer, ainsi que la lettre, c'est des modèles qui sont standards, entre guillemets. J'ai précisé certains points pour le jury de sélection, mais le CV et la lettre de motivation, que ce soit quel que soit le domaine en question, le CV marche parfaitement. D'accord? C'est les 8 catégories que je vous ai montrées, c'est celles qui doivent toujours paraître dans un CV, absolument. Ensuite, alors pour les lettres de motivation, vous pouvez en trouver sur Internet en fait. Normalement, c'est assez accessible. Je vais vous faire passer les nôtres, mais en tout cas, vous pouvez tout de même chercher et vous verrez parfois qu'en les lisant, vous trouverez de l'inspiration, mais vous pouvez aussi être mal à l'aise avec certaines formulations. Donc, vous voyez, ce sera à ce moment-là qu'il faudra bien personnaliser votre lettre en fonction de votre travail. Ensuite, alors, tout à l'heure, je vous disais que les intérêts pour une reconversion professionnelle, vous pouvez trouver un intérêt à travers votre propre expérience personnelle, en fait, pour justifier votre votre évolution professionnelle. L'idée, concrètement, c'est qu'il doit y avoir quand même une réflexion là-dessus. Vous ne pouvez pas juste mettre dans votre CV, dans votre lettre de motivation, pardon, j'ai 3 enfants et j'ai envie de devenir auxiliaire de puériculture. Et ça n'a pas d'intérêt, ce ne sera pas assez pertinent en fait aux yeux du jury. L'idée, c'est de dire que vous vous êtes intéressé en fait à la pratique de travailler sur certaines activités avec vos enfants notamment, que ce soit à travers les jeux d'éveil, etc., etc. Et ensuite, que vous avez mené une réflexion là-dessus, que vous avez commencé à vous renseigner. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous faisais part du fait que c'est toujours pertinent de montrer que vous avez pu faire une enquête métier, notamment interroger des personnes du secteur pour ensuite pouvoir vous renseigner correctement et appuyer votre démarche professionnelle. Les stages effectués au lycée doivent-ils être mis? Alors, si c'est un stage qui est pertinent dans le domaine que vous envisagez de rejoindre, évidemment, mettez bien vos stages effectués au lycée. En fait, tous les stages font partie de votre expérience professionnelle. Ne pensez pas au fait que le stage, c'est juste un stage. Non, c'est une véritable expérience professionnelle. Certains apprennent beaucoup à travers un seul stage qu'un emploi lambda. D'accord? Donc oui, faites bien paraître votre stage, même s'ils ont été effectués au lycée, il n'y a aucun problème. Ensuite,
Donc, il y a des questions qui sortent du domaine du CV de la lettre de motivation. Donc, je vous orienterai plutôt vers le chat simple de la plateforme afin qu'on réponde à ces questions de manière plus précise parce que je n'ai pas les réponses à toutes vos questions, notamment en ce qui concerne la VAE, sur les inscriptions, etc. Donc, je ne vais pas y répondre ici, mais on se chargera d'y répondre plus tard. Si vous nous posez cette question, notamment sur la plateforme directement. Donc, je vois des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc, la lettre de motivation recto verso, non, il ne vaut mieux pas. Dans ces cas-là, c'est le document manuscrit auquel vous faites référence très certainement. Et ça, c'est un autre document. D'accord ? Mais si on vous parle de lettre de motivation sur 2 pages et que c'est autorisé, faites-le, évidemment. Vous pouvez tout à fait. Mais en l'occurrence, recto verso, une lettre de motivation, non. C'est une seule page, tout simplement. Alors, Zakia, vous parlez de votre expérience d'aide-soignante et vous avez un enfant autiste. D'accord. Est-ce que vous pouvez en parler dans votre expérience professionnelle? Alors, dans le CV, c'est compliqué de le faire paraître directement dans le CV, le fait que vous vous occupez, que vous êtes à charge d'un enfant autiste. Ce ne serait pas forcément mauvais, mais je pense que c'est beaucoup plus judicieux de le mettre dans votre lettre de motivation. Voilà. Dans votre lettre de motivation, ce sera beaucoup plus intéressant parce que vous aurez la possibilité de l'expliciter, justement, et de montrer que vous avez pu mettre en œuvre certaines de vos compétences et les qualités que vous avez pu développer grâce à cette expérience. Alors, quel type de papier utiliser pour une lettre de motivation manuscrite? Une feuille blanche A4, toute simple, avec une certaine qualité, évidemment, mais basique, on va dire, propre. Alors, le fait que vous n'ayez aucune expérience dans le privé, mais uniquement dans le privé, mais pas dans le public, ça n'a pas de problème. Au contraire, le fait d'arriver d'un domaine privé et de s'orienter vers le secteur public ne pose absolument pas de souci. L'idée, c'est juste qu'il va falloir avoir en tête les fameuses valeurs, mais qui sont également respectées dans le domaine privé, on va dire. Donc, toute cette question de neutralité de l'agent public, il faudra être à l'aise avec ces histoires-là, mais sinon, ça reste les mêmes choses. Ça a été mon dernier année. Alors, pour les personnes qui sont actuellement en formation, je lis une question justement sur une personne étant en bac+3 et que vous êtes en train de réaliser actuellement cette formation. Précisez simplement de la première année jusqu'à ce jour. Vous mettez par exemple 2017 à ce jour, licence 3e année et licence, et vous mettez l'intitulé du domaine du domaine des études que vous faites. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'en ai vu quelques-unes concernant Parcoursup et je pense que ça vous inquiète pour certains. À la fin de ce webinaire, on va essayer de vous envoyer très rapidement des modèles de lettres de motivation pour Parcoursup qui respectent les 1500 caractères. Mais en l'occurrence, faites très attention à ne pas recopier mot à mot, c'est juste pour vous donner une idée. Parce que ces lettres, en fait, comme je vous ai dit, elles sont extra courtes. 1500 caractères, on ne peut pas démontrer grand-chose, donc il faut faire bref et concis et très pertinent. D'accord ? Donc l'idée, on va vous les envoyer. D'accord ? Je vais vous en envoyer quelques-unes. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près tout le tour. Alors, pour les personnes qui ont reçu des modèles de CV, je vais terminer par ça, je pense. Pour les personnes qui ont reçu des modèles de CV pour intégrer l'institut de formation en question, pour réaliser leur futur métier, si on vous a envoyé un modèle propre à votre formation, respectez-la, vraiment. Vous n'êtes pas obligé de recopier le même CV qu'on vous a donné, mais en tout cas, gardez bien en tête qu'il faut respecter les différentes catégories qui apparaissent. D'accord ? C'est très, très important. Et s'il y a des spécificités qui sont encore plus pointues pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à nous contacter, qu'on vous fasse un retour sur votre CV et lettre de motivation sur ce qui est attendu. D'accord ? N'hésitez vraiment pas. La longueur de la lettre de motivation, je vous ai dit, c'est une seule page uniquement. D'accord, sauf s'il y a une précision de la part du centre de formation, si on vous dit 2 pages maximum, 3 pages, 4 pages,
Si c'est quelque chose de beaucoup plus large, vous pouvez aller plus loin, évidemment, mais la lettre de motivation, de manière habituelle, elle est sur une seule page. Alors, si vous êtes en lettres manuscrites, non plus. Ça doit rester sur une seule page, normalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une très belle écriture qui est soignée, qui tienne sur une seule page. Voilà. Ensuite, essayer de mettre le bloc après le bloc formation. Pour le CV, le bloc expérience professionnelle, je trouve qu'il est plus intéressant quand il apparaît avant la formation. Mais après, très sincèrement, ça, ce sont des choses, c'est à vous de voir comment vous voulez agencer votre CV. L'essentiel, c'est que les 3 blocs formation, expérience professionnelle et compétences apparaissent bien dans votre CV quelque part et qu'ils soient bien mis en avant. Et enfin, pourrais-je mettre dans mes compétences que les 3 valeurs, savoir, savoir-être et savoir-faire. C'est beaucoup trop large, en fait. Le savoir-être, il faut rentrer dans les détails, d'accord ? Savoir, savoir-être, savoir-faire, c'est très large, mais en tout cas, si vous rentrez dans les détails de chacun de ces 3 points, c'est très intéressant, en effet, d'expliciter quelles sont vos connaissances, de certaines façons. Hein. J'imagine que vous n'allez pas tout citer, mais les principales, savoir-être et savoir-faire, ça me paraît très bien. Voilà, donc je pense avoir répondu à l'intégralité des questions dans l'ensemble, en tout cas, sauf celle où je vous ai dit je n'ai pas les réponses. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer par la plateforme habituelle. J'espère que ce webinaire vous aura bien servi. En tout cas, essayez de mettre en application toutes les différentes informations que je vous ai données, que ce soit pour le CV ou la lettre de motivation. N'hésitez pas également à nous les faire parvenir en correction, en tant que copie, pour qu'on puisse vous faire un retour pertinent là-dessus. En tout cas, toutes les infos que je vous ai données, pensez vraiment à les mettre en application et évitez en fait de trop vous éparpiller sur certaines choses qui vous défavoriseraient. D'accord ? Voilà, je vous remercie à tous de votre attention et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.